Salut tout le monde, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Bon alors, avant qu'on commence cette nouvelle émission, tu vas en bas, t'appuies sur abonner, comme ça tu t'abonnes, tu loupes aucune vidéo dans le carré. Et la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu des prochaines vidéos. Donc tu mets les deux, voilà. Allez bisous, je t'aime et bonne émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Loïc, bienvenue dans 4 débats et un confinement. Votre émission, tout simplement pendant le confinement, on va s'amuser tous ensemble et parler de poker. Merci pour le succès de la première émission, on est très content que vous soyez nombreux à regarder. De toute façon, vous n'aviez que ça à foutre. Et nous aussi. Vous le savez, pour avoir une émission de qualité, il nous faut des intervenants de qualité. Et le premier d'entre eux, sans qui une soirée n'est pas vraiment réussie, une nuit n'est pas si formidable que ça, et une matinée n'est pas si merveilleuse si vous ne l'avez pas avec vous, c'est monsieur Alexis Ebsker. Ça va, moi, Alexis? Salut, ça va, et vous? Ouais, t'as vu, hein, je m'améliore. Elle est notre étoile, elle brille au-dessus de tous les mille feux. Grâce à elle, chaque jour, le monde est un peu meilleur. Elle a un très très beau site qui s'appelle Poker Report, qui est refait à neuf. Coucou ma Flo! Salut! Il cherche peut-être un emploi. En tout cas, si vous avez 1 ou 2 millions d'euros, il veut bien que vous investissiez parce qu'en ce moment, c'est compliqué. C'est Looping! Salut tout le monde. Il lui aussi cherche un emploi car il est extrêmement mal payé dans cette émission qui s'appelle PokRock, vu qu'il touche 30% de mes gains, c'est-à-dire 30% de rien. C'est mon Bacchus! Salut à tous. Enfin, il se gave sur le dos de tous ces fiches qui se disent que pendant le confinement, ils vont peut-être arriver à faire une perf et qu'il vaut mieux aller acheter un cours de poker qu'un cours de salsa quand on est en confinement. C'est Batmax! Salut tout le monde. Allez, premier sujet aujourd'hui, les amis. On commence avec les serveurs de PokerStars et de Winamax qui lâchent déjà plusieurs fois depuis le début du confinement. Est-ce que c'est un manque flagrant de professionnalisme de la part de ces deux marques? Au banc des accusés, on démarre par celui qui a travaillé chez PokerStars pendant plusieurs années. Celui qui est en train de se barrer de sa chaise. Alexis, ton avis? Est-ce qu'ils sont coupables, c'est ça la question? Est-ce que c'est un manque flagrant de professionnalisme de leur part à PokerStars? Oui, à partir du moment où ils n'ont pas de boule de cristal, on peut leur reprocher effectivement de ne pas pouvoir prédire l'avenir. C'est pratiquement tout ce qu'on peut leur reprocher. Mais sinon, c'est à peu près tout. À mon avis, la crise là, on est bien malin maintenant parce qu'on sait l'ampleur qu'elle a, mais il y a un mois et demi, on n'avait absolument aucune idée. Il y a encore beaucoup de gens qui pensaient que c'était qu'une petite grippe. Donc aller acheter des nouveaux serveurs, ça se fait pas comme aller acheter un PC chez Boulanger. Et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'espace, il n'y a pas que les serveurs. Il y a plus de gens, ça veut dire qu'il faut plus de gens pour la sécurité, pour s'occuper de la sécurité, parce qu'il va y avoir plus de tricheurs. Alors c'est de la triche d'amateurs, puisque ce sont des nouveaux joueurs. Néanmoins, il faut quand même veiller à ça. La collusion à 2 balles. Il faut des gens pour l'aide au dépôt. Il faut des gens pour le support. Il faut des gens pour programmer les tournois, programmer les parties de cash game, etc. Surveiller tout ça. Donc, qui pouvait dire il y a un mois qu'il fallait recruter massivement parce que l'épidémie allait durer plus d'1 mois? C'est quand même assez difficile à imaginer. On est beaucoup, moi le premier, à faire les malins sur Facebook, à donner notre avis. Il n'y a aucune conséquence. C'est-à-dire que si on dit de la grosse merde, il n'y a aucune conséquence. On n'a pas engagé 1 euro là-dedans. Là, on parle de gens qui sont des dirigeants de sociétés et qui vont mettre des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur un choix, sur une décision. Est-ce qu'il y a un mois, on aurait décidé de mettre 150 000, 200 000, 600 000, 1 million d'euros en se disant il nous faut plus de serveurs? Looping! Ouais, moi je rejoins Alexis, je pense pas qu'on puisse les accuser de pas être professionnels. Effectivement, ils pouvaient pas prévoir. Ceci dit, on m'a rapporté 2 cas, notamment de tentatives de hacking sur des comptes d'une grande room, peut-être la plus grande aujourd'hui. Je pense qu'en plus des serveurs qui doivent saturer un peu, il doit aussi y avoir pas mal d'attaques. Alors, à gérer, c'est compliqué pour une room.
même s'ils essayent d'embaucher visiblement, puisque on a pu voir sur les réseaux sociaux que certains essayaient d'embaucher des CDD pour un mois ou un mois renouvelable. Donc non, manque de professionnalisme, je pense pas, il n'y a pas grand monde qui pouvait prévoir ça. Florence? Ouais, évidemment, je pense qu'ils ne pouvaient pas anticiper une telle crise. Ils ont été pris de court, comme tout le monde a été pris de court. Maintenant, ils ont quand même essayé de faire le nécessaire sur pas mal de choses. On pense donc à Winamax, à PokerStars. Ouais, il y a eu une session où ça a bugué. PokerStars, il y a eu quelques lags, mais au final, ils ont quand même bien réagi. Surtout, ils ont réagi en mettant tout de suite, en proposant une nouvelle offre avec plus de tournois, des plus gros prize pools. Donc ils ont réfléchi, ils ont réagi là où ils pouvaient réagir aussi. Et donc ils ont fait le nécessaire à leur niveau, mais il faut aussi être assez indulgent parce qu'il faut rappeler que chez Winamax, ils sont quasi tous, par exemple, en télétravail. Et alors à PokerStars, pareil. Là, il y a un des sièges sociaux qui est à Malte, de PokerStars. Et à Malte, ils sont tous en télétravail. Donc il faut aussi être un peu indulgent. Quand tu es en télétravail, tu peux pas non plus réagir aussi vite que quand tu es dans les bureaux avec tout le monde. Donc voilà, je pense qu'au final, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils vont continuer à le faire et on ne peut pas leur reprocher ça. Batmax, toi qui joues tous les jours? Ouais, alors c'est important de se poser la question parce que c'est vrai que c'est quand même vachement chiant. Je veux dire, en particulier pour les joueurs de MTT qui jouent plusieurs heures et qui subitement voient leur progression dans le tournoi malheureusement inutile. Ils ont l'impression d'avoir spié un peu de temps et tout. Enfin, franchement, c'est pas évident pour les joueurs, pour les rooms non plus bien sûr, mais pour les joueurs avant tout, et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de se poser la question. Et d'ailleurs, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que faudrait, tu vois, moi à mon échelle, j'en sais rien en fait. Faudrait un audit finalement pour savoir si ils ont pris les bonnes mesures, les bonnes décisions, s'ils pouvaient pas faire différemment. Moi, ce que je dirais, c'est que comment dire. Les rooms, alors déjà c'est arrivé sur PokerStars, Winamax simultanément, enfin je veux dire c'est les deux mastodontes sur le .fr, donc le fait que ça arrive aux deux rooms disqualifie pratiquement immédiatement le manque de professionnalisme, puisque ce sont deux rooms majeurs. On peut pas imaginer que simultanément les deux rooms majeurs manqueraient de professionnalisme, alors même que ces rooms, elles restent au taquet dans tous les domaines, quoi, au niveau du support, au niveau de la sécurité des jeux dans l'ensemble, au niveau de la réactivité des équipes, de la communication d'ailleurs pendant ces bugs, Winamax notamment a communiqué très très vite en s'excusant sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne la politique de remboursement, enfin, je veux dire, ce sont des rooms qui sont juste des modèles en fait de professionnalisme, donc on peut pas imaginer que subitement ils feraient n'importe quoi sur la gestion de leur serveur. Ce sont des problématiques qui encore une fois sont assez complexes, qui mériteraient à mon avis simplement, comme je le disais, un audit pour qu'on comprenne s'il y a eu une erreur ou pas, mais je pense on peut totalement parier sur le fait que vraisemblablement il n'y a pas du tout de manque de professionnalisme de la part des rooms qui gèrent de toute façon très bien ces problématiques-là, qui procèdent au cas par cas, qui font les choix qu'il faut en termes de remboursement, qui communiquent très correctement également. C'est franchement regrettable que ça se produise, c'est vraiment fâcheux pour les joueurs, c'est exaspérant, soyons honnêtes, de là mettre en cause un manque qui plus est flagrant de professionnalisme chez PokerStars et chez Winamax. Je pense que c'est strictement impossible de le dire. Et Bacchus, pour avoir un avis complet avant de passer aux Bah, questions écoute, subsidiaires. au niveau professionnalisme par rapport à ça, de toute façon, tu sais, quand tu prévois un serveur, tu te dis, voilà, notre serveur, il est capable d'absorber, on a en moyenne 10 000 joueurs. Et tu prévois une marge de sécurité, donc tu te dis, allez, on va mettre 30%, on va mettre 50%. S'il y en a 13 000, s'il y en a 15 000, c'est des chiffres à la con que je donne, mais ça passe, quoi. Mais si, du jour au lendemain, tu te retrouves à 20 000, eh ben, ton serveur, il suit pas, quoi. Donc, est-ce que, professionnellement parlant, tu dois le prévoir? C'est compliqué parce que en fait parce que ça engage de l'argent et tu peux pas prévoir ou te mettre dans une situation où tu dis on se met une marge de sécurité où le nombre de nos clients double du jour au lendemain, quoi. Donc si au lieu de 10 000 t'en as 20 000 mais que toi t'as prévu ta petite marge et que tu te dis à 13 ça passe, à 15 ça passe, au-dessus de 15 ça bug, de toute façon t'es dans la merde, quoi. Après t'as cet aspect là et puis derrière t'as l'aspect hacking, où en général c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les hackers ils envoient du nombre de connexions simultanées et ton serveur il est prévu pour 13 ou 15 comme je disais, et si les hackers ils t'envoient des connexions simultanées en permanence, ton serveur il tient pas parce qu'il est pas fait pour 20 000 connexions, quoi. Donc prévoir un 20 000 connexions, tu peux pas, c'est engager beaucoup d'argent pour un truc qui a une infinité
décimale de probabilité d'arriver. Et donc le risque bénéfice vaut pas le coup parce que voilà, tu prévois, donc t'es pro. Voilà. Après, si tu prévois que 10 ou 20% tu vois, de marge, ça peut être un manque de professionnalisme. Mais là, vu le boom actuel, tu peux pas leur jeter la pierre, quoi. Mais alors, c'est quoi pour toi? C'était du hacking, ce qui s'est passé? Parce que Looping Non, en je pense parlait. pas. Mais non, parce que justement, t'as la partie hacking qui peut intervenir. C'est ce qui se passe de temps en temps. Mais là, c'est pas du hacking, c'est que les connexions, elles sont réelles. Les gens viennent jouer sur le net, quoi. Ils peuvent plus faire partie de paris sportifs, ils peuvent plus jouer aux courses. Ils ont de la BR sur un site. Et ben, il leur reste quoi? C'est quand tu te connectes à un site où tu as un peu de BR, tu fais un peu de paris sportifs, un peu d'hippique ou des paris. Et ben, de toute façon, t'as plus un cheval qui court, t'as plus une compète de sport. Donc, ta BR, tu l'utilises pour le poker. Donc, les mecs, ils viennent jouer au poker, quoi. Ça les occupe, ils sont confinés et les connexions explosent. Pourquoi je parlais de hacking, Loïc, c'est parce que d'abord, plus il y a de joueurs connectés à un endroit, plus forcément ça va intéresser des hackers. Et ensuite, parce que on m'a envoyé 2 photos de mails qui ont été reçus, qui sont du phishing et qui étaient en se faisant passer pour Winamax, justement pour collecter. Et dans cette période là où ça correspond, il y a forcément aussi des tentatives de hacking, je pense. Vous avez vu l'opération com d'Unibet? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu au moins ou pas? Unibet qui a mis sur ses réseaux sociaux que leur série KO commençait et qu'il fallait pas hésiter à venir... Ah, tu l'as vu toi, Batmax? Non, je l'ai pas vu, mais C'est vrai, du coup, vous l'avez pas je vu? devine. Oui, moi j'ai vu. Voilà, et A priori, c'est plutôt aggro, si je comprends bien. Ah oui, ils plutôt disent, agressif comme démarche. venez jouer sur Unibet, nous les serveurs y tiennent. Alors je voulais savoir ce que vous pensiez de cette communication agressive. Il est mort de rire, Looping. Flo, elle a pas l'air contente, elle. Ouais, non, bon, je sais pas. Je trouve ça c'est un peu Y a inutile. personne, donc ça tient. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Les mecs, ils ont des serveurs pour 500 personnes. Non, et puis, bon, vu en que plus- d'habitude, il y en a 250, là, à 500, ça tient, quoi. Ouais, en plus, pour le coup, c'est On même sera pas pas vrai parce que je sponsorisé crois- par Unibet cette année grâce à vous. Bien joué, hein, franchement. Non, mais en plus, je pense que c'est même pas vrai parce que leur series marche très bien. Ils ont doublé leur garantie sur quasi tout. Ouais. Ce qu'ils avaient annoncé au début, après la deuxième session, ils ont tout doublé. Donc c'est que ça doit quand même bien marcher pour eux. Après, oui, c'est une petite pique comme ça. Bon, c'est pas, en connaissant un peu les personnes qui gèrent ça, c'est pas fait à mal. Et puis, PokerStars et Winas sont les premiers à piquer les autres aussi. Donc, Ouais. bon. Moi, je trouve ça plutôt drôle, en tout cas. Ouais, je pense ça soit une qu'ils se marrent bien opportunité, entre eux, quoi. Si on en parle aujourd'hui, c'est que la com a été bonne de toute façon. Donc C'est vrai. j'ai envie de leur dire bien joué, c'était malin, c'était pas du tout méchant ou malveillant. Non, bien joué Unibet sur ce coup-là. De toute façon, tous les CM entre eux, ils aiment bien se piquer, se lancer des petits pics, que ce soit PMU, PS, Wina. En général, ils se répondent et tout, et ça va, c'est gentil, quoi. Vous avez vu que WPT a annoncé des séries online avec PMU Poker. PMU Poker, cette excellente room que vous devriez aller jouer. Parce que là-bas, non seulement ça ne plante pas, mais en plus, ils financent d'excellentes émissions comme Poc Rock que vous pouvez retrouver tous les mercredis pendant le confinement à partir de 18h30 avec Bacchus et avec Florence Mazet à partir de 22h à qui je pose des questions qui sont vraiment stylées. T'as 5 amis dans la vie, en fait, c'est ça? Non, pas les... non. Ils sont tous là. Non, j'ai 4 amis. Et après. Ouais, et Looping. L'enculé. Et franchement, ça fait tellement plaisir de vous retrouver tous J'en peux ensemble. plus de toi, Alexis. On est à 2 doigts de trash talk. Donc PMU a annoncé les WPT Series. Est-ce que. Mais alors ça, c'est une vraie question que je pose à ceux qui ont la réponse. Ils ont quoi à gagner les WPT à faire des séries online? Ben déjà, ils ont à gagner qu'ils peuvent pas faire le Barcelone et qu'ils veulent continuer à exposer leur marque, quoi. Donc il y avait le WPT Barcelone qui a été annulé, bien sûr. Donc il y a un moment, ils se retournent et puis ils font des séries, ils trouvent un partenaire et ça a été Parti PMU qui ont décroché le truc en face de Wina Series. Donc chacun son truc, quoi. Mais bon, s'associer à la marque WPT, c'est quand même un gros coup de la part de Parti et PMU, quoi. Alexis? Ouais, bah c'est pas gratuit, hein. L'utilisation de la bien marque WPT est pas gratuite, donc l'intérêt déjà il est financier, c'est qu'ils récupèrent de l'argent à un moment où ils peuvent pas en faire autrement. C'est plutôt malin. Mais c'est vraiment intéressant pour PMU de faire ça?
Oui, c'est très intéressant parce que c'est une période très très particulière qu'on est en train de vivre là où les parts de marché redeviennent accessibles. C'est-à-dire que le marché était complètement verrouillé avec effectivement deux leaders qui tiennent pratiquement tout le marché français, 90% du marché français. Et là, d'un seul coup, avec l'explosion du marché et des nouveaux joueurs qui jouaient pas trop, qui jouaient plus trop, on a donc la possibilité d'acquérir des parts de marché pour beaucoup moins cher que d'habitude. Donc tous les moyens sont bons. Moi, je disais justement le manque de professionnalisme, c'est peut-être justement de pas débloquer de l'argent maintenant. Les pubs télé sont vraiment pas chères, c'est le moment ou jamais. Sur le web, ça l'est peut-être un peu plus, mais enfin, si j'étais une room intermédiaire entre guillemets comme PMU, je dépenserais beaucoup d'argent maintenant parce que il y a des parts de marché à acquérir. Et quand cette histoire de confinement sera terminée, ce sera fini. Bah, comme tu dis, je pense qu'ils en ont dépensé pour avoir la marque associée WPT. Ça, voilà, ils vont pas gagner grand-chose. Ouais, c'est du nouveau client, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et puis, Vas-y, Flo. comme tu le disais, Loïc, en face, il y a les W Series, il va y avoir les Winna Series. Donc, du coup, d'habitude, ils sont au courant que c'est une période où il y a beaucoup de monde qui va aller sur Winna jouer et les règles, entre guillemets, de PMU vont peut-être toujours jouer sur PMU, mais un petit peu moins en volume parce qu'ils vont avoir beaucoup de volume sur les Winna Series à côté. Donc pour eux, c'est une très bonne chose parce qu'ils vont garder tous leurs règles, qui vont évidemment se dire on va faire tous les WPT Deep Stack Online Series. Et à côté de ça, comme l'a dit Alexis, le WPT, ça reste une marque, une marque emblématique avec une réputation, tout ça. Et donc les mecs qui connaissent un peu et qui se disent tiens, c'est quoi ça, vont être intrigués et vont venir jouer. Donc c'est une bonne chose. Et puis en surtout plus, que, comme tu dis, les mecs qui connaissent un peu, c'est que tout le monde connaît. C'est-à-dire que si tu as mis un peu les pieds dans le poker à regarder la moindre petite émission depuis le début, voilà, c'est WPT, c'était les jingles au début. Exactement, même pour les mecs qui reviennent. Pour les mecs qui reviennent par exemple au poker aujourd'hui, qui ont arrêté peut-être pendant un petit temps et puis que là ils ont que ça à faire de revenir jouer au poker, bah évidemment WPT ils connaissent, donc c'est une bonne chose. Et puis en plus, faut penser aussi que là donc c'est un moment où par exemple PMU était en creux de live, il n'y avait pas de live prévu pour mars ou avril. Par contre, ils ont le FPO qui était prévu début mai, qui est bon pour l'instant maintenu, mais on n'en sait rien de où en sera la situation à ce moment-là. Ça me paraît très compliqué de maintenir ce genre d'événement. Et il faut penser aussi à ça, c'est que PMU, ils se disent, bon, de toute façon, on va avoir sûrement beaucoup d'étapes live qui vont sauter aussi, tout comme partie qui a déjà, comme tu dis, le WPT Barcelone. Par exemple, le FPO, la grande mode qui devait avoir lieu début mai, le retour du Poker Tour qui, pour l'instant, est forcément reporté. Gujan, c'est dans plus longtemps. Mais bon, on ne sait pas exactement, mais c'est juste qu'il faut aussi pour eux prévoir de se dire, bon, notre seule façon pour l'instant de gagner de l'argent et de faire parler de nous, c'est online. Donc, ils ont bien raison de lancer des initiatives online. Et il faut penser que c'est quand même important pour le WPT aussi. C'est quand même un vecteur de communication pour eux. Ce sont des gens qui font du live. Principalement. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'événements live, il n'y a plus de communication autour de leur événement, et le fait de faire des partenariats comme ça avec des rooms online, c'est important pour eux, parce que ça peut leur permettre de continuer à faire de la communication. Et d'ailleurs, ils ont fait, donc, outre ce qui se passe sur PMU, parce que c'est bien de parler de tout aussi, ils avaient déjà annoncé en très grande pompe, il y a 2-3 semaines, des WPT en mai, sur partypoker.com, et ça déjà, on en a énormément entendu parler pendant les 2-3 semaines qui sont passées, donc c'est évidemment une très bonne chose pour eux. Et ça démarre quand les WPT sur PMU? Le 5 avril. Du 5 au 20, c'est 15 jours plus le lundi, 16 jours en gros. C'est une machine le Bacchus, hein. On sent que le mec il tient la moitié des streams français, c'est moi qui vous. Il va nous prévoir des streams. Je travaille. Alors, allez. Alors un petit scoop. Donc, un petit scoop sur l'entreprise va mieux parce qu'il va stream comme un porc pendant 2 semaines. Il est super heureux. Un petit scoop. En fait, on va être en mode sur PMU TV les streams. On va être en mode comme pour des Powerfest, c'est-à-dire que 16 jours de WPT, 13 ou 14 streams. Donc, ça sera tous les jours avec team de streamers, ainsi de suite. Mais j'en dis pas plus pour le moment. Ouais, donc tu veux dire mon coloc, je vais plus le voir quoi. Plus Pokrock. Il va falloir que tu lui mettes un coup de pied dans le cul et lui dire c'est minimum 2 streams sur les 14. Je vais bientôt l'envoyer à MP, ouais. Dernière question par rapport au room. Je reviens sur ce que tu disais, Alexis, là,
tu ferais partie des rooms intermédiaires, tu mettrais plus de budget pub à la télé, des choses comme ça. Vous avez l'impression que les rooms intermédiaires font pas leur job en ce moment-là, profitent pas des parts de marché qui s'ouvrent? Alexis, je te vois faire la moue. Bon, c'est un peu sévère, ils font pas leur job, mais je pense que oui, c'est le moment de débloquer du budget. Les rooms intermédiaires, justement, si comme Unibet ou PMU, il n'y a pas d'activité à côté sur le pari sportif, le hippisme, etc., ou le casino pour les rooms internationales, c'est le moment de parier sur ce qui rapporte. Alors c'est vrai que c'est une stratégie peut-être de court ou moyen terme, mais les clients que tu gagnes maintenant, tu vas pas les perdre tout de suite après la pandémie. Hein. C'est aussi une autre stratégie marketing de les conserver. Mais je veux dire, ils sont acquis quand même. Looping. Je pense quand même que c'est compliqué pour les rooms intermédiaires, notamment par l'organisation de tournois privés, parce que finalement, ce qui fait exploser les connexions, si tu prends l'exemple de Winamax, c'est quand même les tournois privés qui sont montés. Enfin, je sais pas, tu dois recevoir peut-être 20 propositions par jour de petits tournois, de partout, ouais. de joueurs récréatifs dans tous les sens. Tant que t'as pas ces options-là proposées sur les autres rooms, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'aller faire de la conquête. Après, là où je rejoins Alexis, c'est que les clients que tu vas gagner aujourd'hui, une fois que leur compte est ouvert, effectivement, ils vont rester un moment si derrière tu as la bonne stratégie pour les garder. Flo, tu faisais la moue? Non, je pense que nous, on voit, parce qu'on a l'habitude de regarder les sites, on voit qu'il y a beaucoup de tournois privés et tout. Mais en fait, je pense que les gens, ils viennent aussi jouer les tournois de la grille, les tournois normaux, quoi. Ils n'ont pas besoin de tournois privés, qui quoi. fasse exploser les serveurs. À la limite le contraire. Genre, je pense que c'est les gens qui connaissent bien le poker, qui ont l'habitude de jouer, qui font des tournois privés entre potes, parce que là, ils peuvent pas l'avoir leurs potes, et ils se disent, tiens, au lieu de faire notre home game chez nous, ou au lieu d'aller jouer le 100 balles d'apo au casino, avec des gens qu'on connaît du circuit, bah, on va créer un truc sur Winamax, une partie privée. Parce qu'au final, je pense que les nouvelles personnes qui arrivent sur le site, elles sont peut-être même pas au courant que tu peux faire des tournois privés. Donc maintenant, Winamax en a un peu parlé, a expliqué, a fait des articles comment faire votre tournoi. Mais de base, quand tu arrives, tu vois surtout aujourd'hui le one time 300 000 garanties. Voilà ce que tu vois, quoi. Enfin, voilà ce que tu joues. Sujet suivant qui va nous intéresser, c'est un petit peu le monde de l'entrepreneuriat dans le poker, et ça tombe bien car aujourd'hui nous avons Looping, l'un des deux patrons du Florida Poker Tour, le Florida Poker Tour, ce merveilleux séjour de poker vacances. Tout de suite, un extrait vidéo. Magnifique extrait vidéo, vous voyez, donc vous devez nous rejoindre. Loulou, on va faire une parenthèse juste avant le deuxième sujet. Vous avez été obligé avec Steve de décaler le Florida d'avril à cause du Coco, et non pas de Coco, qui est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux en dire un peu plus aux gens qui nous regardent pour la suite du Florida et leur dire que ça va bien se passer? Oui, alors effectivement, nous, on a pris la décision finalement assez tôt, dans les premiers, de reporter les éditions. Ça nous paraissait compliqué, surtout sans avoir de visibilité. Donc on met en place des éditions supplémentaires et on propose aux gens qui étaient inscrits. Alors il y a quand même une grosse masse de joueurs, puisqu'on avait 700 joueurs inscrits pour avril, plus tous les accompagnants. Donc nous, on a mis en place soit le report, soit le remboursement du séjour pour ceux qui ne souhaitent pas reporter. Voilà. C'est compliqué à gérer, ça fait énormément de volume de travail pour rien. Il faut rapatrier l'argent qui a été donné aux différents opérateurs espagnols, que ce soit hôtels, casinos, les compagnies de transport et ainsi de suite, tous les acomptes. Et puis là où ça prend du temps aussi, c'est que ce soit au niveau de l'agence de voyage, au niveau de l'hôtel, où il y a énormément de personnes en confinement ou qui travaillent pas. Voilà. Maintenant, après, ce n'est qu'un report. Il y a bien un moment de toute façon où tout ça, ça se calmera et où les gens auront envie de revenir jouer, passer des semaines de vacances et de faire du live. Voilà. Donc en attendant, il faut faire le dos rond, c'est un petit peu compliqué. Alors le Florida Poker Tour, donc entreprise solide qui a réussi, grâce au milieu du poker, à proposer quelque chose de différent.
Mais nous avons tous connu depuis le nombre d'années où nous sommes là des marques de fringues, des marques de boissons, des marques de stacking, parfois aussi des marques de séjour poker d'ailleurs. Et elles ont presque toutes, voire quasiment toutes, échoué dans le poker. Alors, est-ce la faute des entrepreneurs ou est-ce la faute du milieu du poker? On va démarrer par un tout petit entrepreneur qui ne connaît pas la crise. Batmax, ton avis? Ok, écoute, sur ce sujet-là, encore une fois, c'est une problématique qui est très plurielle parce qu'il y a une tonne de business différents qui ont chacun évidemment. Je vais le renommer la Suisse. Le mec, il démarre tout par ouais, non, mais vous comprenez la vie. Non, mais attends, mais compliqué. la question, elle est tellement large, quoi. Elle est gigantesque cette question. Mais justement, tu vas voir que je commence tout le temps comme la Suisse et je vais finir par te répondre. Et donc, je continue. Et j'allais dire que je commencerai par dire quand même que. Bah t'es sévère finalement, parce que c'est vrai qu'on se souvient tous d'entreprises qui ont croulé, mais au final il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui autour du poker, enfin il y en a encore en tout cas qui fonctionnent. Tu parlais du stacking, par exemple il y a Spin Elite, il y a ATM, Aim the Million avec Clément Richer et Benjamin Chalot qui fonctionnent très bien, et je pense que j'en oublie quelques-unes à mon avis, je connais ces deux-là. Au niveau des entreprises de coaching poker, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, dit-on, mais Spin4Win se porte très bien et tous mes concurrents, a priori, font leur tambouille et j'imagine que pour l'instant tout le monde est là et que ça se passe pas si mal pour eux. Il y a des marques de vêtements encore qui existent, il y en a au moins une parce que je vais chez eux, la marque Jack, qui est assez vieille en plus, et je pense qu'il existe plein d'autres entreprises, je connais pas tout, mais moi je vois surtout aujourd'hui des entreprises qui gravitent autour du poker et qui fonctionnent. Donc maintenant, il faut bien se rendre compte aussi qu'en France, et cette stat elle est très connue, il y a près de la moitié des business qui au bout de 3 ans se sont effondrés. Donc d'une manière générale, de toute façon, entreprendre c'est très compliqué. Il y a eu des idées peut-être aussi moins performantes, plus exotiques. Tu parlais de boisson de poker, honnêtement, un rapport avec le poker je connais pas. Je connais pas, mais dans tous les cas tu vois... Ouais. Ok, je connais pas du tout, mais tu vois c'est quelque chose de très dérivé, je dirais, par rapport au poker. Enfin, je veux dire, c'est peut-être rattaché au poker, mais concrètement, on voit pas forcément le rapport de prime abord. Ça aurait peut-être été, je sais pas, une boisson énergisante en rapport avec le jambonneau. Peut-être qu'elle se serait écroulée aussi. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il y a un rapport avec le poker, par exemple, dans cet échec-là. Et donc, finalement, comme je te dis, il peut y avoir plein de raisons. C'est très multifactoriel. Peut-être certaines entreprises n'ont pas fonctionné parce que leurs produits étaient de mauvaise qualité, ou étaient mal marketés, ou n'étaient pas en adéquation avec le marché. Que sais-je encore? Il y a mille et une raison de rater son entreprise, hein, malheureusement de ne pas performer en tant qu'entreprise. Moi-même je suis jeune entrepreneur, on verra où ça nous mène, mais ce que je dirais finalement pour conclure, c'est que entreprendre c'est délicat, beaucoup s'y risquent et beaucoup ratent leur projet, et que j'ai pas spécialement l'impression que le poker soit un environnement hostile pour développer quelque chose. On sait très bien que le poker a connu un énorme boom. Autour de ce boom sont arrivés beaucoup de concepts, beaucoup d'offres, beaucoup de nouveautés. Il est normal, après 10 ans et la décroissance du marché, plus peut-être le caractère bancal de certains de ces business, que beaucoup aient disparu. Même les rooms de poker elles-mêmes, ont pour beaucoup disparu. Mais je ne crois pas que le poker, pour moi en tout cas, soit un terrain hostile à l'entrepreneuriat. Donc pour toi, c'est d'abord les entrepreneurs. Je suppose que les entrepreneurs sont tout particulièrement en cause. J'en sais rien, je connais pas leur projet, mais je suppose. Il met plus de gants qu'une infirmière. Allez, Alexis, vas-y, rentre-nous un peu dans tout ça. Non, mon avis, c'est que la question qu'un entrepreneur doit se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte aux gens qui sont mes clients potentiels? Qu'est-ce que je leur apporte? Si c'est du stacking, je leur apporte d'être meilleur, de mettre en relation des joueurs, etc. Si c'est du coaching, je leur apporte d'être meilleur. Si c'est une boisson énergétique, je rapporte quoi? Il y en a déjà. Donc, ce brandé poker, ça fait pas une différence. C'est pas parce qu'il y a marqué, il y a des cartes dessus. C'est Gambler, c'est ça la marque dont tu parles. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des cartes dessus que les gens vont se précipiter dessus. Il y a déjà des concurrents. Donc ça, à mon avis, ça n'apporte rien. Les fringues de poker, c'est pareil. Pratiquement toutes les marques se sont ramassées. Pourquoi? Parce que tu portes du Zara, du Adidas ou la marque de poker, c'est pareil, on n'a pas besoin de ça. Batmax parlait de Jack, mais Jack, c'est pas un scoop, ils en ont rien à branler de la communauté poker. En modèle économique, ils passent pas du tout là-dessus. Ils l'ont compris, ils ont mis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Je les connais depuis le début, Jack. Ils ont mis 1 an et demi à comprendre. Et quand ils ont compris, ils se sont dit, mais c'est pas du tout notre truc. On va utiliser cette baseline de joueurs de poker
Tout comme Ralph Lauren utilise le polo. Moi, j'ai des polos Ralph Lauren, j'ai même monté sur un cheval. Et ben, c'est exactement le même truc, c'est leur culture. Et la communauté des joueurs de poker, ils ont compris depuis bien longtemps qu'elle n'était pas suffisante pour porter vraiment une marque. Donc, encore une fois, qu'est-ce que j'apporte? Et si jamais la réponse n'est pas vraiment fermement convaincante, alors c'est que j'ai un problème. J'ai un problème avec mon concept. Par contre, si mon concept est bon, par exemple du coaching, et que ça marche pas, là c'est de ma faute. C'est que mon système de coaching est pas bon, c'est que mes coachs, ou moi-même, je suis pas bon. Mais je pense qu'on peut déjà essayer de faire le tri de cette façon-là. Looping. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord. Pour répondre directement à ta question, est-ce que c'est de la faute des entrepreneurs lorsque ça se plante ou est-ce que c'est la faute du milieu du poker? C'est clairement, à part cas exceptionnel, de la faute des entrepreneurs qui, tout simplement, décident de faire entrepreneur en se disant je vais profiter d'un système sans proposer rien en adéquation avec la demande des gens en face. Voilà. Et tous ceux qui se sont plantés, effectivement, c'était ça à chaque fois. Donc, moi, je rejoins là-dessus ce qu'a dit Batman et Alexis. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Qui c'est qui a son téléphone qui arrête pas de faire bip depuis 3 minutes là? C'est moi, je viens de l'arrêter. Attends, ah ouais, j'ai les 3 téléphones et 2 tablettes et il y en a une qui bat. Florence. Hop, Ouais, enfin, moi déjà je mettrais à part le stacking des autres marques en fait. Parce que le stacking, Ah oui, parce c'est que le quelque chose stacking, de- ça peut en plus faire perdre de l'argent aux joueurs, t'as raison. Non, mais c'est un modèle très particulier, c'est quelque chose d'à part et pour le coup c'est totalement dédié au poker, donc c'est un petit peu à mettre à part. Mais déjà de base, le milieu du poker c'est quand même un milieu où c'est difficile de capter les gens parce que c'est un public assez volatile. Enfin, je trouve, hein. Et aussi, surtout, c'est une niche, donc du coup, il y a un développement très limité. Donc pour une marque, de se dire on compte que sur ça, c'est de base une mauvaise chose parce que le développement va être très limité, à part quand on parle de quelque chose de dédié au poker comme le stacking ou le coaching. Mais pour le reste, pour ce qui est de boissons, fringues, tout ça, tu peux pas juste dire on va faire une marque de poker pour les joueurs de poker parce qu'au bout d'un moment, tu vas être forcément limité dans ton développement. Je rejoins là un peu ce que vous dites là, mais la question n'est pas là. Comme dit Alexis, après tu peux... Jack, ils ont été assez forts pour commencer par le poker et après se diversifier. C'est le stacking. Quand tu as... comment ça s'appelait ce site de stacking là qui a planté tout le monde? My Poker Squad. My Poker Squad, qui plante tout le monde et qui fait perdre des dizaines de milliers d'euros à beaucoup de joueurs, là, il y a quand même un problème, non? Justement, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est juste que on a affaire à des mauvais entrepreneurs et surtout à des gens malhonnêtes. Pour le coup, c'est encore différent. Bacchus. Bah en fait, Flo, elle a dit le mot qui dit tout, c'est niche en fait. C'est tellement une niche et ta zone de chalandise du nombre de clients est tellement restreinte quand tu commences à faire des vêtements. C'est où tout le monde adhère dessus, où tu fais du ultra haut de gamme, ou alors, mais c'est super compliqué quoi. Parce qu'il faut engager vraiment des sommes de marketing ou alors une image, trouver un truc. Mais voilà, pour les fringues, les boissons... moi je trouve que de toute façon il n'y a pas une issue. Après voilà, quand tu es vraiment dans le milieu, c'est-à-dire le stacking, le coaching, les sites de plateformes vidéo, tu tapes dans ta niche parce que les mecs sont là pour ça. Mais les mecs viennent pas au poker pour boire un coup ou pour mettre un t-shirt quoi. Donc c'est compliqué quoi. En fait, tout ce qui était pas dédié exclusivement aux joueurs de poker, quasiment ça s'est planté. Et voilà, en plus, c'est pas intéressant, c'est que tu vois, il n'y a pas une marque généraliste qui vient et qui se serait intéressée à ce marché-là. Ils s'en foutent, hein. On peut faire l'analogie avec le rugby. Moi, j'ai déjà réfléchi à ça, tu sais, où tu as des marques, tu en as plein qui ont essayé de lancer leur marque. Donc, tu vois, tu as Eden Park qui a percé, tu as MC8, Marc Cessillon et Blanco qui a percé. MC8 a un petit peu, mais après il a eu des soucis, Marc Cessillon, avec sa marque où il a vendu un petit peu, mais tous les autres se sont plantés. Pourtant, j'aime mieux te dire que la niche du rugby, c'est pas la niche du poker, quoi. Mais ils ont tous aussi essayé de cibler des produits dérivés sur du poker. Donc c'est où tu tapes dans de l'ultra haut de luxe et tu vends des produits super chers comme Eden Park ou même Blanco, parce que c'est tout ciblé haut de gamme, mais de la marque de base pour le milieu du rugby, en fait, il n'y en a pas un qui a tenu, quoi.
il n'y en a pas un qui a tenu. T'as pas du t-shirt à 10 balles une référence dans le rugby. Donc imagine, tu fais l'analogie au poker où tu peux diviser par 100 le nombre de personnes intéressées. Donc et les mecs, ils avaient des moyens pour lancer les marques. Hein. Voilà, il y en a 2, voire 3 qui ont survécu dans le rugby. Et dans le poker, ben, c'est pareil. Donc Par on contre, est... juste Vas-y, Flo. là où je te rejoins pas trop, Bacchus, c'est que je pense par contre que les grandes marques auraient un intérêt sur certaines choses à se rapprocher du milieu du poker, comme par exemple, je sais pas, les marques de montres, un peu de luxe, ou les groupes un peu de luxe. Ouais, c'est autre chose. Là, on parle de marques qui sont lancées mais du coup, vraiment en par fait, rapport au non, milieu. mais même ça. Là, toi, tu parles des marques Ouais, institutionnelles mais parce que juste tu disais qu'ils viennent pas. qui vont aller taper dans la niche. Mais voilà. Ouais, mais en fait, même ça, ça n'a pas lieu, en fait. C'est ça qui est. Tu vois, c'est-à-dire que même dans ce sens-là, en fait, ça n'a pas lieu. À cause de l'image toujours assez voilà, mauvaise il y a l'image, du poker, il y a en fait. le nombre de personnes touchées qui finalement ils se disent pourquoi plus le poker que le curling, tu vois, le curling ça passe sur Eurosport, le poker même plus, donc t'es une grosse marque, t'as plus envie de mettre ton logo sur un joueur de curling qu'un joueur de poker, parce que oui, non, mais sans forcément mettre de logo. Je me rappelle il y a quelques temps où il y avait, alors je sais plus si c'est le cas parce que je regarde moins, mais des publicités, notamment dans Poker 52, pour Renault, comme Vuitton et Renault, je crois, voilà, qui avaient pris des pubs dans les magazines. Donc c'est bien qu'ils pensaient à leur intérêt, notamment sur les montres. Alexis, je te vois faire la moue là. Pas sûr que les pubs aient été payées, mais bon. T'as une anecdote, toi, sur... tu m'avais parlé, là, de... Je sais plus... C'était PokerStar où vous aviez essayé d'aller choper des grandes marques? C'est pas ça? Il y avait pas un truc comme ça, une anecdote? Ouais, bon, c'est pas une anecdote très passionnante, mais j'avais effectivement essayé de nouer un partenariat entre les FPS et une marque de montre qui faisait en plus, qui avait tendu la main vers le poker, donc c'était intéressant parce qu'ils connaissaient et ils avaient compris qu'il y avait un intérêt à s'adresser à la communauté des joueurs de poker, et malgré ça, ça a échoué. Je rejoins complètement Florence. En fait, je pense sincèrement qu'ils auraient intérêt, notamment les lunettes, les marques de lunettes de soleil, un peu un challenger à Ray-Ban, etc., auraient intérêt à démarcher la communauté des joueurs de poker et les montres. Parce que c'est un univers très masculin et puis il y a beaucoup de belles montres aux tables de poker. Donc je pense qu'ils auraient intérêt à le faire et qu'ils auraient un rendement assez intéressant. En revanche, il faut se mettre à la place du directeur de la communication d'une marque importante d'horlogerie. Aller vendre du poker, il n'a pas forcément envie de mettre ses couilles sur la table pour toucher quelques milliers de personnes. C'est un risque. Si jamais ça marche pas, si jamais l'image est dégradée, c'est lui qui va en pâtir, etc. Donc il y a des réunions où il va peut-être être un peu à court d'arguments, à tort, hein, mais ça va être comme ça. Je pense que c'est entre la décision interne de pas abîmer l'image et la peur de l'agence, éventuellement, pour ceux qui ont une agence de com, de pas proposer ce genre de choses aux clients, ça se fait pas. Ouais. Et tout ça pour dire au final que ce soit en interne ou en externe, c'est très compliqué pour des marques qui n'ont rien à voir avec le poker. Donc que ce soit pour des grandes marques de venir dans le poker ou pour des petites marques d'en sortir, bah au final voilà tout ça parce qu'on est une niche et que c'est restreint quoi ce qu'on peut faire. Les amis, on passe au troisième sujet. On l'entend depuis... moi depuis que j'ai commencé le poker, je l'entends. Souvent pour parler de moi d'ailleurs. On l'entend à toutes les sauces. Le terme fiche dessert-il le poker auprès du grand public qu'on essaye de capter et de ramener? Pour ce faire, nous allons démarrer par looping. Alors déjà, quand tu dis est-ce que ça dessert l'image du poker auprès du grand public, tu parles du grand public qui est joueur ou du public qui est pas joueur? Parce non, que le public qui est pas joueur... Du grand public qui est joueur. Le grand public qui est pas joueur, il pense que c'est un poisson, un fiche. C'est compliqué comme question. Le fiche, entre guillemets, il fait partie d'un écosystème. Heureusement qu'il est là pour abonder en liquidité régulièrement, que ça soit sur les sites ou en live. Après, moi, je trouve que ça a une connotation qui est quand même assez péjorative. On est tous le fiche de quelqu'un et on a tous notre fiche aussi. Et c'est quand même souvent employé par des gens qui
peuvent l'être eux aussi pour justifier qu'ils ont pris un mauvais coup pour pester contre la variance ou plein de choses. Donc, ouais, moi je trouve que c'est péjoratif quand même dans l'ensemble. Florence. Ma réponse ne va pas te plaire, Loïc. Mais vas-y. Bah, je trouve que c'est une question vraiment inutile, on s'en fiche. Enfin, le terme fiche, c'est qu'un terme, quoi. C'est un terme dans le folklore du poker, mais au final, c'est pas ça qui dessert ou non le poker. Ça n'a aucun rapport. Ce qui dessert le poker, c'est plus le fait que, je sais pas moi, enfin déjà, alors auprès du grand public, c'est l'image du poker tout simplement qui est ternie, il n'y a pas besoin d'un mot pour, voilà. Et auprès du public joueur, ben, c'est d'autres choses qui peuvent desservir le poker, mais c'est pas un terme en particulier. Un terme, c'est qu'un terme, quoi. Voilà. Il y a un moment donné, quand t'es un joueur de tennis, et que t'es en apprentissage, t'as pas tout le monde qui dit t'es une merde, quoi. Ce qui est exactement bien sûr que si. Non. Dans tous les milieux. Jamais. Dans tous Jamais c'est autant employé qu'au poker. Au poker, t'écoutes tous les joueurs de poker, toutes les 4 minutes, ils ont connu 250 fiches. Attends. Oui, mais au final, c'est plus devenu un truc, genre, c'est limite drôle, quoi. Enfin, je sais pas, certes, c'est péjoratif, mais c'est... Personne prend au premier degré tous ces trucs. Enfin, tu sais très bien, tout le monde traite les autres de fiches, tout le monde. Même des fiches traitent les autres de fiches, ça veut rien dire, c'est pas... Donc non, pour moi, c'est pas ça qui dessert auprès des joueurs. Ce qui peut desservir, c'est, je sais pas, une image, une réticence à venir en live, une réticence à jouer online parce qu'on a l'impression que c'est rigged. Voilà, enfin, ça, c'est des choses qui peuvent desservir, mais c'est pas des termes. Alexis, selon moi. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça dessert énormément. Les autres raisons évoquées par Florence sont également valables, mais quand tu pratiques un jeu, un sport, quelle que soit l'activité, et que tu as des gens qui t'insultent parce que tu es mauvais, tu sais que tu es mauvais, hein, parce que tu débutes. Tu débutes avec plusieurs semaines, plusieurs jours, peu importe ton expérience, et qu'on te met le nez dans ta merde, ça te donne pas envie de continuer. Il n'y a pas énormément de discipline où ça se passe comme ça. Je pense que le poker a beaucoup à apprendre là-dessus. En plus, c'est d'une absurdité, mais sans nom. Aux petites et moyennes limites, le nombre de net dépositeurs, c'est 95%. C'est-à-dire 95% des gens qui ne font que déposer de l'argent et qui n'en retirent jamais, ou en tout cas, dont le volume des cash-out est inférieur au volume des dépôts. Ça veut dire qu'il y a 95% de perdants sur le FR. C'est pas un scoop, hein, vous le saviez, mais je vous le confirme. Donc ça veut dire qu'il y a 95% de fiches. C'est pas les 5% qui posent le problème, c'est qu'en fait les 95% ils se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils perdent de l'argent et qu'ils sont eux-mêmes des fiches et qu'ils alimentent le système comme le disait Loupi. Donc c'est d'une aberration sans nom. Et les 5% qui restent, donc ils sont des gagnants, c'est aussi absurde que un commerçant qui insulte son client en lui disant t'es un vrai con, t'as acheté une jupe à 40 €, je l'ai payé 17. Vous trouvez ça logique ? Donc dans tous les cas, c'est complètement con. Ah, c'est excellent ça. Batmax. Ouais. Moi déjà c'est marrant en fiche, je sais pas, peut-être que maintenant je suis peut-être trop entouré de gens qui s'intéressent pas spécialement aux autres joueurs, qui tiltent pas spécialement, mais j'avais l'impression que ça avait pas disparu mais que c'était de moins en moins utilisé. Genre il y a 10 ans, ok, fiche, j'avais l'impression que c'était dégainé. C'est que tu viens plus assez jouer en live. Peut-être aussi, alors dans ce cas, ouais, ça doit être, c'est peut-être une partie de l'explication, mais moi j'avais l'impression pas que c'était un terme désuet, mais comme l'avait dit Flo, je trouvais l'expression belle, c'est dans le folklore du poker, ça sort, ça va, ça vient, mais bon, j'ai pas l'impression que ça catalyse vraiment grand chose en termes de sémantique dans le poker. Bon, enfin bon, bref, juste pour répondre à la question pour une fois, est-ce que ça dessert la promotion du poker auprès du grand public? Moi je suis pas vraiment d'accord avec Alexis sur ce coup là, j'ai pas vraiment l'impression que c'est si nuisible que ça me paraît plutôt anecdotique et je suis plus proche en termes de sensibilité de Flo sur cette question là. Il faut voir aussi que tu disais au tennis, tu te mets au tennis, tu vas pas te faire traiter de mauvais joueur ou quoi. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut bien voir qu'au tennis aussi tu vas t'entraîner 98% du temps et tu vas être en compétition 2% du temps, compétition où ça y est, dans un environnement compétitif, tu vas potentiellement subir du trash talk, tu vas potentiellement subir quelques insultes, quelques tentatives de déstabilisation. Le poker a ça de particulier, c'est qu'on est en compétition pratiquement systématiquement, on est tout le temps sur les tables en train de se bagarrer les uns les autres pour avoir le plus de jetons possible. C'est un environnement hyper compétitif qui favorise aussi, je dirais, ce genre de
de vocabulaire, de manière de désigner l'autre. C'est standard en fait dans les environnements compétitifs qui est du trash talk. Et comme on est dans une compétitivité exacerbée, je trouve ça assez logique que ça existe. Et je dirais même au final, je trouve que ça reste très mesuré comme vocabulaire. La dimension linguistique de tout ça est quand même très 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 faible quoi. Fish, shark, enfin c'est gentil. Enfin je trouve ça vraiment light quoi. J'ai pas l'impression que ce soit très mauvais pour l'image du poker. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos, je parle jamais de fiches parce que c'est polémique. Mais finalement, je parle souvent d'un joueur. Ce joueur a l'air relativement faible. Est-ce que c'est mieux, tu vois? Limite, je le disqualifie tout autant. Et au moins, la métaphore océanique était mignonne. Là, quand je dis que c'est un joueur relativement faible ou un joueur assez mauvais, c'est cru et je suis pas très certain que ce soit beaucoup mieux que de dire que c'est un fiche. Tout ça pour dire que voilà, pour moi, ça, comme le disait Flo, ça s'intègre dans le folklore du poker. Le poker arrive à se promouvoir parfaitement avec cette dimension linguistique et il continuera. Et pour moi, ça n'a rien de très grave et il n'y a rien de problématique. Alexis, tu levais un sourcil. Oui, non, parce que je suis pas d'accord avec ça. Florence et Batmax, vous avez un point commun, et enfin, on l'a tous, hein, c'est que vous êtes vraiment dans le poker et que vous connaissez ça par cœur. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui se connecte pour la première fois, qui ne sait pas jouer et qu'on traite de fiche. Ouais, mais on l'a été à cette place-là. Non, mais pour nous, fiche, c'est pas méchant et tout, mais le mec, il découvre, quoi. Alors, bienvenue. Je suis d'accord pour dire que tous les éléments de langage qui disqualifient un individu, qui le rabaissent, qui mettent en exergue, on va dire, sa médiocrité ou sa non-valeur, c'est rarement, enfin je veux dire, on n'intègre pas les gens comme ça dans une communauté. Disons que si tu veux, le gars qui dépose, tu vois, sur Wina pour la première fois, qui joue un 5 balles et qui au bout de 4 minutes se fait traiter de fils de pute, de fiche et de va crever, c'est pas terrible pour intégrer tout de suite le jeu ensuite, quoi, tu vois. C'est pas terrible, mais ce qui attire les gens... Le poker, c'est une communauté, mais une communauté... C'est une famille, mais une famille qui se crache dessus, entre guillemets. Enfin, je veux dire, on n'est pas là à se faire des bons banquets, à passer des bons moments. C'est une famille qui est aux tables et qui vient se bagarrer. Et donc, on est attiré dans le poker, dans cette communauté, finalement, malgré soi, par l'attrait de la compétition, du jeu, de la stratégie, des mathématiques, de la psychologie, peu importe. Mais on entre pour ça, et on va pas sortir de ça, pour moi, très souvent, parce que quelqu'un a mis en exergue notre prétendue médiocrité, en particulier si on vient d'arriver dans ce milieu-là, et on se doute que, voilà, on n'est pas forcément extraordinaire. Donc je suis d'accord avec Alexis, d'une manière générale en fait ça aurait concerné pratiquement tous les autres milieux. Tout ce qui disqualifie un individu est négatif et ne va pas aider à l'intégration. Je veux dire, c'est contraire à ce qu'on souhaite de toute façon, mais ça existe, c'est là, et comme on est dans cet environnement, encore une fois, super compétitif et qu'on n'est pas attiré dans le poker pour rentrer dans une grande famille, mais bien pour en découdre, je trouve pas ça si grave. Voilà, c'est vraiment très particulier, c'est mon point de vue, mais cependant, Alexis, je comprends aussi le tien, tout à fait. Bacchus! Après, tout dépend comment les gens qui sont les récréatifs, parce que dans certains milieux, on essaye d'utiliser le mot récréatif plutôt que fiche, mais c'est la même chose, quoi. Mais si tu le perçois comme l'abruti fini qui fait n'importe quoi, le récréatif ou le fiche, en fait, pour beaucoup, dans le milieu, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu vas exploiter, et comme dit Alexis, tu en as 95% qui vont être perdants. Donc, tu as l'océan des 0-10 balles, où là t'en as énormément, donc énormément, des gens qui ont un faible niveau. Mais si le mec il se renseigne un petit peu et puis que en fait et puis dit ouais mais fiche c'est vraiment que je suis une merde, eh ben ça va pas l'attirer. Donc je suis d'accord avec Alexis par rapport à ça, il faut faire gaffe quoi. T'es plus faible. Après tu joues entre faibles et puis si t'es le poisson un peu le plus gros tu vas bouffer. Mais après, si tu commences à partir sur un autre océan, à la Batmax, où c'est des mégalodons, et lui, il vient plus chasser le fiche sur les 5-10 balles, il s'en fout parce qu'il a pas le temps et que ça lui rapporte pas assez. Donc après, tu sais, et pourtant, il y en a des fiches, mais voilà, c'est déjà des requins, mais on est tous le fiche de quelqu'un. Donc après, c'est chacun son échelle, chacun son océan, mais il faut pas décrédibiliser les joueurs et qu'ils aient une mauvaise opinion en disant je me suis fait traiter d'abruti, quoi, parce que si un mec qui débute pense que se faire traiter de fiche c'est une grosse insulte, à la limite il aimera mieux entendre récréatif, des termes plus light, ou alors s'il dit ouais récréatif c'est fiche ou fiche c'est gros abruti, c'est
plus différent, quoi. Et le problème, c'est qu'il aura tendance à voir dans les chats d'une table où il va se faire insulter de fiches, en disant ouais, c'est pas cool, le mec il m'a pas dit ouais, t'as fait une erreur, techniquement c'était mieux que faire ça, quoi. Il va se faire insulter en disant t'as fait nimp, t'es un fiche. Donc la connotation est tellement négative pour celui qui débute, qui commence à savoir ce que ça veut dire, que moi je pense qu'il faut éviter de l'utiliser, quoi. Faut éviter de l'utiliser. Tu penses que ça dessert? Ah, je pense que ça dessert. Ouais. Il y a un terme que tu as dit qui était intéressant, Bacchus, qui était le terme exploitable. Justement, puisque ce sont des joueurs exploitables par une certaine partie de la population des joueurs, ils devraient avoir la décence au moins de pas les insulter. Ça me paraît être un minimum. C'est ce que disait Batmax, ils insultent leur source de revenu, donc c'est débile de dire ça aux gens, quoi. Non, mais en tout cas, moi, mes amis et moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu le mot fiche, hein, mais vraiment, j'ai l'impression que ça fait 3, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Enfin, juste pour, de mon côté, conclure là-dessus, je disais, bah attention, j'encourage pas les gens à dire gros fiche, t'es un sale fiche, je dis juste que ça existe et que pour moi, ça fait partie du jeu et que c'est pas quelque chose que j'encourage, mais c'est comme ça. Et juste, je disais, il y a le côté compétitif, mais finalement, j'ai pas aussi développé le fait que le poker, c'est aussi du coup énormément online, on voit souvent dans les chats etc qui d'ailleurs ne sont pas modérés ces expressions là et online je veux dire moi je trouve que c'est light quoi fiche parce que vous allez sur n'importe quel forum, n'importe quel truc où il n'y a pas trop de modération ou bien où les modérateurs interviennent parfois un peu tard et vous voyez sur internet on le sait ou sur Twitter n'importe où, enfin je veux dire ce qu'on voit est c'est généralement bien plus trash que ce langage-là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, finalement, Fish, Shark, c'est hyper light par rapport à ce qu'on voit d'une manière générale sur Internet. Donc, en ajoutant cette dimension-là, la dimension Internet qui généralement déchaîne un petit peu les gens sur leur clavier, je trouve franchement qu'on s'en sort pas si mal. Voilà. Mais j'encourage pas ça. Hein. On a fait le tour? Ouais, mais pour te dire, tu sais, un petit exemple en modération de stream, il y a des free rolls qui sont organisés, il y a des mecs donc qui se jouent et ils sont dans le chat. Mais s'il y en a un qui dit à l'autre t'as fait n'importe quoi, t'es un sale fiche, eh ben je passe le message quoi, parce que en fait ça va être sujet à polémique et les mecs ils vont dire quoi, tu m'as traité de sale fiche. Après ça dépend peut-être à la limite l'adjectif qualificatif que tu mets à côté. T'es un gentil petit fiche, mais bon c'est toujours négatif. C'était un sale fiche, t'es un putain de fiche, je me suis fait niquer par cet enculé de fiche. Tu vois, voilà, t'es obligé d'effacer tout ça quoi, parce que ça part en couille derrière quoi. Et les mecs l'insultent de base, souvent c'est sur des bad beats, c'est parce que eux sont des fiches, d'autres fiches, ce que j'expliquais, mais voilà, tu peux pas laisser partir en couille un stream et un chat où tout le monde commence à se traiter de fiches quoi. On passe aux questions du public. Alors, première question, elle nous vient de King of Flip. Canal+, Dorsel, YouPorn et j'en passe, on fait des passes gratuits et de grosses promotions en cette période de confinement. Qu'est-ce que devraient faire les sites de poker? Je vous écoute. PokerGo est gratuit aussi. Poker Central, il y a plein de groupes de streaming poker qui ont fait la même chose. Alexis? Après, je crois qu'il y a un gros bonus dépôt sur certaines rooms, dont PMU, où ils ont augmenté, tu vois, ils ont fait aussi tout le monde y va de son petit cadeau. Voilà, je crois que le bonus dépôt sur PMU, il a vraiment gonflé par rapport à ça. Ben vous le saurez en allant sur PMU Poker. On a répondu un peu à cette question au tout début de l'émission, avec ce qu'il faut faire pour dynamiser, pour faire venir les gens, et puis pour les conserver ensuite. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu déjà répondu. Ouais. Et pour le coup, les chaînes ou les vidéos en rapport avec le poker, comme PokerGo, a fait la même chose que Canal ou que ce genre de choses, en disant tenez, notre plateforme est accessible gratuitement pendant 1 mois. Et cet excellent site qui s'appelle Spin4Win, qu'est-ce qu'il fait lui comme promotion? Alors, sur Spin4Win, on fait pas de remise sur les contenus tout simplement parce que, en fait, on a pris la décision à la base, j'en profite pour parler un petit peu de l'offre Spin4Win, on a un abonnement à 39,99€ et un abonnement à 19,99€, on sort 20 vidéos par mois, je veux dire, c'est vraiment un projet énorme avec des coachs vraiment de grand talent, et ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer de plafonner les prix le plus bas possible dès le départ pour que tout le monde, le plus grand nombre en tout cas, puisse y accéder à un prix très attractif. Par contre,
au détriment des promotions. C'est-à-dire on fera pas de soldes ou de prix cassés. Nous, on a besoin d'exister aussi. On s'est mis sur un tarif plancher. On peut pas descendre plus que ça. Cependant, parce qu'on sait que le confinement, c'est quelque chose de difficile à vivre et qu'on a envie de proposer des choses quand même, on met à disposition régulièrement des vidéos gratuitement et on en fait la promotion évidemment sur les réseaux sociaux. Donc régulièrement, et je vous invite évidemment à suivre la page Facebook notamment de Spin for Win, nous mettons à disposition quelques jours une vidéo gratuitement sur le site et ça vous permettrait éventuellement de passer un petit peu de temps et de progresser et de découvrir cette magnifique plateforme. Quelqu'un a quelque chose d'autre à vendre? Comme par exemple Alexis Ebsker et ce très bon polar, et avec votre esprit. Excellent bouquin. Je l'ai lu en entier car j'en suis à la moitié de la page. C'est excellent. On adore. Allez trouver sur Amazon, c'est formidable. Regardez. Et avec votre esprit, 18,95 €, autant dire même pas le prix d'un 3-bet light sur une NL 50. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire. C'est assez inexact, mais c'est pas grave. Ouais, mais l'envie était là. Question de... Comment il s'appelle? Frimpop. Alors, c'est adressé à Looping. Mais, si, c'est quand même toi qui vas répondre le mieux. Bonjour Looping, est-ce que alors ça tu as déjà répondu, mais c'est la seconde partie qui va être intéressante. Est-ce que le Florida Poker Tour c'est fini après l'annulation d'avril? Je n'en ai pas l'impression, mais d'autres festivals, donc je pense qu'il parle de d'autres tours opérateurs quoi, comme le tien quoi, existent et sont plus fragiles. Est-ce que vous allez finir seul? Alors, écoute, je connais pas la situation des autres. La situation, elle est difficile pour tout le monde. J'espère qu'on finira pas seul, en tout cas. De toute façon, on peut pas répondre à toute la demande. Et dans tout commerce, à partir du moment où tu as des concurrents, c'est utile, ça te permet de te remettre en cause, ça te permet d'être un maître étalon lorsque tu fais mieux. Donc je pense pas. Je pense que de toute façon, s'il y en a qui arrêtent, il y en aura toujours d'autres qui essayeront derrière de remonter quelque chose. Moi, je le souhaite pas. Honnêtement, c'est dur pour tout le monde et c'est pas un moment où il faut faire une petite guéguerre stérile. Autre question du Suisse, ça se dit. Pour Bacchus. Salut Bacchus, il y a énormément de chaînes de stream en France au niveau du poker. Est-ce qu'il y en a trop? Alors, au niveau européen, le stream poker en France est de loin très 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 devant. C'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des soirées où je fais des filtres et je regarde en stream poker. On est arrivé jusqu'à du 25 stream poker quand les Italiens étaient à 7 streamers ou les Espagnols à 10 streamers. Après, il y en a énormément qui se lancent dans le stream et qui ont des 2, 3, 5, 10 viewers. Après, dès que tu commences à passer à du 30, 50 viewers, tu commences à te faire petit à petit avec la récurrence une communauté. Mais il n'y en a pas trop en fait parce que chacun a son style et chaque stream est différent. C'est-à-dire que tu prends un stream de Nutser qui va être ultra technique, un stream de Sarah Herzali qui va être ultra fun, et même par rapport aux streamers de PMU, tu as un Maître Oiseau, tu as un Tarim ou tu as un Geoffrey qui tilt, tu vois, en fait c'est vachement différent. Donc tu as la variété et tu as le choix en fait. Tu as le choix entre... et puis tu peux zapper de l'un à l'autre, s'il y en a un qui te saoule, ben, tu vas ailleurs. Donc la diversité fait pas de mal et plus il y a de diversité, j'ai envie de te dire, mieux c'est. Après voilà, des gens qui lancent des streams, qui n'ont pas de cam, qui ont un micro pourri, qui montrent une table et puis qui ont 3 personnes, il y en a plein, mais on en revient au truc des vêtements, en fait ils durent pas quoi. Ils font 2 streams, 3 streams, ils ont l'impression qu'ils vont avoir 100 personnes et puis ils arrêtent parce qu'ils se disent ça sert à rien. Mais des streams sérieux, il y en a en France, il y en a un paquet, que ce soit Clay, que ce soit tout. Chacun son public. Même Yo fait encore des beaux chiffres sur Twitch. Chacun son public. T'as du divertissement, de la technique, du fun, t'as de tout quoi. T'as de tout et c'est bien quoi. Les autres, à propos des chaînes Twitch, vous regardez, c'est votre cam, c'est pas votre cam, Alexis? Non, je regarde pas. Flo? Ah, moi je regarde tout, mais moi je suis une folle moi. Non mais moi je regarde tout, mais juste
Non, mais moi je regarde tout, mais parce que, enfin, aussi parce que c'est mon taf. Enfin, moi je regarde tout ce qui a rapport avec la communication et les médias autour du poker, quoi. Enfin, c'est logique. Déjà par mon boulot, je suis censée quand même savoir tout ce qui se passe. Et en plus, bah après, ça m'intéresse pour le coup. Moi, j'aime bien. Bah, de toute façon, j'aime le poker déjà de base. Donc, quand je fais mes sessions, moi, je suis pas une grosse multitableuse. Je joue 2-3 tables et tout, 4 max. Mais je suis pas très douée pour ça. Et du coup, à côté, j'aime bien regarder un stream. Donc, bah, pas mal PMU parce que bah, je connais les gens. Donc, forcément, je préfère regarder les gens que je connais. Mais j'ai aussi des amis à Malte. Enfin, j'ai un ami à Malte qui fait pas mal de stream poker, qui a un reg de PMU d'ailleurs. D'ailleurs. Bacchus, faudra peut-être l'inviter un jour. Et, de qui tu parles? Vas-y, lâche le nom. Il s'appelle Mathieu. Et son pseudo, là j'ai oublié, mais bon, bref. Mais elle se rappelle qu'il s'appelle Mathieu, qui fait 1m84 bah, oui. Et un bronzage parfait. Ah, c'est la famille, c'est mon ami. Mais du coup, il fait des petits streams et ça commence à bien marcher. Il a de plus en plus de monde, mais après, bon, c'est un mec qui son pseudo, là je me rappelle plus, mais il est un peu connu, c'est un reg online, donc du coup forcément voilà. Et moi j'aime bien, je trouve ça divertissant, je regarde à côté, je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui sont là, qui jouent leur petite session, qui jouent quelques tables, pas trop, et qui à côté se mettre un stream pour passer le temps, quoi, pour... Voilà. Après, c'est très très compliqué pour un pro de streamer parce que tu perds de l'edge, parce que tu lis le chat, t'interagis, donc c'est où tu mets moins de tables, donc tu perds de l'argent. Moi, je l'ai déjà entendu plein de fois de mecs qui me disent, mais Bacchus, moi quand je fais une session en stream, je suis forcément moins bon parce que tu focuses Romain moins tes tables, qui le dit tu ça. mets moins de tables. Comme mon coloc. Donc, tous, ton coloc, il est casse-couille avec ça. Il sait pas faire deux choses en même temps, c'est impossible. Par contre, à côté de ça, t'as Maître Oiseau. Ouais, mais il y en a qui fait 15 000 trucs en même temps. Voilà, il y en a qui sont moins impactés, c'est-à-dire que streamer en jouant, je vais dire aller à 90-95% de leur niveau, ils vont y arriver. Par exemple moi, dans Pokrock, ça ne change rien. Hein, ah ouais, toi non, je pense que ça change est vraiment rien. sur un... Batmax qui stream un peu, je suis convaincu que ça va pas trop impacter son jeu parce qu'il a l'habitude, il chat, il va expliquer, mais il y en a certains où ça impacte leur jeu énormément, c'est-à-dire qu'ils vont être vachement déconcentrés par le fait de streamer, à regarder tout le temps le logiciel de streaming, à lire 100% des chats, des messages chat et répondre. Et tout ça, ben, c'est du temps de cerveau qui est pris en dehors des tables, quoi. Donc un pro, enfin surtout sur des hautes limites, va perdre de l'argent à stream, mais quand c'est une soirée de temps en temps ou qu'il y a un objectif autre, il va le faire quand même, quoi. Ah, le but c'est quand même plus du divertissement que d'être là, être le meilleur, à part à part un peu les plateformes qui ont quelque chose à vendre et qui du coup doivent montrer que techniquement ils sont au point, tout ça. Mais sinon les autres, ben voilà, c'est à la manière d'un Yo Viral qui est quand même le premier à avoir fait ça en France. Faut remettre, voilà, faut lui redonner ce crédit-là parce que c'est vrai. Il a amené ça comme du divertissement. Personne n'a jamais dit que Yo Viral c'était le meilleur quand il racontait des coups. Il est pas du tout focus. Il est là, il fait 15 000 trucs en même temps. Il lance sa machine à fumer, ses machins. Enfin voilà, il n'est pas focus là-dedans. Mais bon, il a prouvé que c'est un bon joueur de poker. Il a gagné de l'argent sur ses tables. Il a fait des deep runs en live et en même temps il a amusé la galerie. Ben, c'est ça que les gens veulent quand ils regardent du Twitch. En ce qui me concerne, les Twitch de mon côté, c'était du coup je les regarde quasiment jamais, mais du coup j'ai plus été de l'autre côté, c'est-à-dire du côté animation. Et contrairement à ce que tu disais, moi aussi ça m'absorbe énormément quand même d'énergie. J'ai stream en cash game notamment, mais alors en cash game honnêtement ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. En plus quand je stream j'essaie de voilà, il faut du divertissement, il faut s'amuser, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut interagir avec les gens, il faut qu'on se marre, quoi. Sinon ça sert à rien, tu streames pas, enfin pour moi c'est ma vision. Et par conséquent ça m'a énormément consommé d'énergie et ça m'a fait perdre une quantité d'edge considérable. Et en MTT, si je considère que c'est pas si grave que ça, c'est parce que de toute façon je ne suis pas spécialisé en MTT, je joue déjà un petit peu pour le fun et je limite fortement mon nombre de tables lorsque je stream, genre je lance 6-7 tournois simultanément, ce qui quand tu joues en tournoi est quand même très faible lorsque tu es professionnel. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment très 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 consommateur de streamer. Et pour répondre à la question d'origine, je pense pas qu'il y ait trop d'offres. Hein. Je veux dire, les gens vont vers ce qu'ils ont envie de regarder. Tant mieux s'il y a de plus en plus de streamers, de plus en plus de personnalités qui s'expriment et qui s'ouvrent au monde. Je trouve ça très bien. Looping, pour finir, le Twitch, toi? Non, honnêtement, je regarde pas trop. Je regarde de temps en temps quand tu le fais parce que t'as des invités et que c'est un petit peu marrant.
Et non, je suis vraiment pas spécialiste de tout ce qui est Twitch et tout ça. Ok, dernière question, les amis, qu'il faut que je retrouve. Romain Labro qui nous demande: est-ce qu'avec le Covid et le coronavirus et la période de confinement, nous allons assister à la fin de la presse papier dans le poker qui me semble déjà fragile? C'est pas déjà le cas? Alors, punchline en haut à droite avec un couteau. Vas-y, Loulou. Non, mais la presse papier aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, déjà tu te demandes comment ils font pour survivre en étant tiré à quelques centaines d'exemplaires et quasiment pas lus. Si t'as pas les relais online, mais enfin c'est la même problématique finalement que pour la presse réelle. Si tu prends tous les gros sites d'information générale de presse, ils ont tous des supports informatiques derrière qui sont énormes. La presse papier, je suis pas sûr que ça soit l'avenir, non, effectivement. Florence. Quelle bonne question. Merci. C'est pas du tout le Covid-19 qui va tuer la presse papier. C'est la presse papier qui va tuer la presse papier. Ouais. Aujourd'hui, il y a 2 magazines en France, et bon, tu connais mon point de vue, Loïc, mais bon, je vais te dire du coup en public. Il y a 2 magazines en France qui sont évidemment beaucoup moins lus qu'avant, à cause du fait que bon, il y a moins de gens qui s'intéressent au poker dans le grand public, ou ceux qui s'intéressent ne lisent pas forcément la presse papier, mais surtout parce que tous les vrais journalistes qu'ils avaient sont partis de ces magazines pour X raisons dont je ne vais pas parler ici. Mais la presse magazine poker en France est de toute façon pas inexistante. Ils ont encore des publicités et un tirage, mais en tout cas assez inutile. Alexis, toi qui as tenu un magazine. Il y a longtemps. Le modèle économique actuellement des 2 survivants, c'est la pub. C'est pas les ventes. Le volume des ventes, comme le disait Looping, est anecdotique, entre guillemets. C'est la pub. Donc, tant qu'il y aura des annonceurs, ces titres-là survivront. C'est tout. C'est la seule condition. Après, les ventes en kiosque et sur abonnement sont très faibles. Et leur atout, c'est de s'être reconverti en magazine gratuit, entre guillemets. Live Poker chez Partouche et Poker 52 un peu dans tous les autres. Donc ils se sont partagés un peu le marché comme ça. C'est un magazine qu'on feuillette mais qu'on n'achète pas. Est-ce que c'est suffisant pour qu'ils se maintiennent? Je pense qu'ils vont survivre au coronavirus, mais combien de temps, c'est difficile à dire. Bacchus, ton avis? Ben écoute, moi c'est vraiment un milieu que je connais pas trop. T'as 2 magazines de toute façon, comme ça a déjà été dit, hein, c'est la pub à mon avis qui les perfuse. Donc derrière, c'est où ils réussissent la reconversion, enfin la reconversion elle est déjà faite, mais elle est en parallèle, c'est-à-dire les sites internet, parce que maintenant les gens, quand tu as besoin de news, déjà si tu es abonné à 2-3 groupes Facebook machin, tu les as toutes les news et tu les as tout de suite. C'est-à-dire qu'aller acheter un mensuel ou un hebdomadaire où en fait, même si tu fais l'effort de le lire, mais de toute façon 90% tu es déjà au courant de ce qu'ils ont écrit parce que tu l'as déjà lu quelque part. Donc l'intérêt, il est mort, quoi. T'as plus besoin d'avoir le bouquin parce que tu as déjà l'info, tu la connais l'info. Donc ton abonnement, tu le prends pas et puis tu vas voir leur site. Les 2 sites sont pas mal faits. Après, il y a des vrais journalistes, il y a des vrais journalistes, moi j'ai déjà regardé des coverages sur. Oui, il y a un site Poker 52. Oui, ils ont que des coverages. Il y a que des coverages. Ouais, Il y a pas de Non, news. c'est pas vrai, il y a des interviews, il y a des news et tout. Ah non. Non, elle a raison. À Poker 52, il y a que les coverages. Poker 52, il n'y a pas de news. C'est Live Poker qui continue, qui a d'ailleurs Fabien Richard qui gère les news, mais pas à 52. Quand on parle de news, les news, c'est où tu regardes même le stream. Donc déjà, la news, si tu regardes l'event en direct, tu l'as en streaming. Ou alors la news, tu vas la lire sur une page Facebook ou une page Instagram. Si tu t'intéresses au truc, tu seras abonné à ces pages et la news, tu la verras passer. Donc derrière, le tirage papier dans la main, il y en a qui aiment ça encore. Tu mets le bouquin dans tes chiottes et puis ça t'occupe. Mais à part ça, tu sais, je vois
pas trop comment ils vont pouvoir rebondir et se mettre à réaugmenter les ventes papier, quoi. Mais ça rebondira pas parce qu'ils font pas en sorte que ça rebondisse non Non. plus. Et aujourd'hui, tu as 2 sites, tu as Club Poker et Poker News France, qui font très bien le taf, qui a tout. Voilà, si on cherche une info, on aura tout là-dessus Voilà. et on n'a pas besoin du reste. Elle a tort, elle a tort. Elle a tort, car il y a cet excellent magazine qui s'appelle Live Poker, que vous pouvez aller voir, avec dedans des excellentes chroniques, qui s'appelle Portrait Carré. Allez l'acheter. Batmax, pour finir. Ouais, je crois que, en tout cas, le Covid n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que la presse papier, de manière générale, est mal en point et on en pense ce qu'on en veut, mais à la limite, pour la planète, c'est pas plus mal. Du coup, les magazines papier poker vont souffrir. Ils vont disparaître incessamment. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 3 ans, on n'en sait rien, mais ça fait partie du cycle des choses. Dans 10 ans, nous n'aurons plus de marchands de journaux et tout ira pour le mieux. Et c'est... Je voudrais juste rajouter une Vas-y, chose, Alexis. Loïc, parce que sans du tout revenir sur ce que je viens de dire, et on est tous d'accord là-dessus. En revanche, le format papier conserve un côté prestigieux que n'a pas encore le online. Une interview, avoir son interview dans Live Poker ou Poker 52, bah, ça a plus de poids, ça a plus de prestige que sur un site internet. C'est 10 fois, 100 fois moins vu, hein, je suis d'accord. Mais le magazine papier conserve ce côté professionnel. Être rédacteur en chef d'un site de poker, d'un site de news, ça fait pas très sérieux. À tort, mais ça fait pas très sérieux. Être rédacteur en chef d'un magazine de papier, c'est un métier, c'est une profession, etc. Donc ça va changer. Mais pour l'instant, je pense que il y a encore un petit côté, un cachet quoi, que conserve le papier. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils survivent encore, c'est parce que les rooms voient leur intérêt en prenant de la pub sur ces magazines-là et non pas juste des bannières de pub sur les pure players comme Poker News et Club Poker. Eh bien, écoutez, les amis, sur cette part de féminité qui est en nous, nous finirons ce 2e épisode de 4 débats et un confinement. Je rappelle, les amis, vous pouvez aller sur Spin for Win pour le meilleur du coaching poker avec Batmax. En plus, il ne fait pas d'offre car lui, il est bien meilleur que les autres. Donc, vous pouvez y aller en toute sérénité. Un homme qui ne fait pas d'offre alors que c'est la fin du monde, c'est un homme qui se gave. Vous pouvez bien sûr venir voir Pokrock grâce à PMU Poker tous les mercredis 18h30. On est là sur Twitch grâce à Bacchus. Bacchus qui de toute façon stream la moitié de la planète et qui streamera pour vous tous les tournois qui auront lieu pendant le WPT Series sur PMU. Et puis en plus sur Pokrock, vous pouvez retrouver l'excellente Florence Mazet qui intervient tous les soirs, tous les Twitch. Florence Mazet qui d'ailleurs, évidemment, vous allez voir sur Poker Report, je vous l'ai déjà dit, dès que le coronavirus sera fini, vous partez évidemment nous rejoindre en vacances au Florida Poker Tour. Alors ce sera peut-être en mai, peut-être en juin, peut-être en juillet, peut-être en août, peut-être en octobre, peut-être toutes les semaines dans les 6 prochains mois quand Steve aura pété un câble et aura dit à Looping, vas-y on s'en fout, on achète un hôtel, de toute façon on va crever. Mais dans tous les cas, vous venez au Florida Poker Tour, de toute façon c'est complet. Et puis enfin, en ce moment, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire à part aller sur YouPorn et lire cet excellent bouquin d'Alexis Lebsker, hein, je vous le rappelle, et avec votre esprit. Je l'ai lu en entier. 413 pages, si je dis pas de conneries. 413 pages excellentes. Je l'ai lu en entier, j'en suis à la page 200. C'est vraiment formidable. Vous devez... 413 pages, c'est écrit en gros quand même. Il y a des images. Et c'est excellent. On vous remercie, on vous fait une grosse bise et on se retrouve la semaine prochaine parce que on est déjà à peu près sûr qu'on va se taper 6 épisodes. Et j'espère que le confinement sera pas trop long parce qu'au bout de 8 épisodes, Alexis et moi on a calculé, on n'a plus que des sujets de 2008 à aborder. Voilà, on vous fait un gros bisou. De toute façon, la semaine prochaine, ils seront tous là parce que ils sont comme moi, ils ont rien d'autre à foutre. On vous fait des gros bisous, on vous aime fort. Bon week-end. Ah bah non, vous allez voir ça mardi. Bon mardi, bisous bisous, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.